Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, Franck, je vais y aller. Allez, super. Bon, c'est juste ça, c'est un document de formation. Je vais pas tout montrer. C'est vraiment histoire ce que je sais pas si tout le monde a fait des mesures de forage. Enfin voilà, c'est toujours quelque chose que les gens ils ont peur de faire. C'est pas forcément très compliqué. Après, il faut juste être minutieux et savoir ce qu'on mesure, quoi. Donc tout est possible, mais bon, nous, on peut faire des formations plus complètes et techniques, comme je disais, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez une formation, sachant qu'on est un organisme Calliope, donc vous pouvez être remboursé par votre organisme là, au CPA, au PCA, au CPA, là. Enfin pas payé, quoi. Et puis, comme ça, on vous rencontre aussi, donc c'est sympa. Donc déjà, bon, les méthodes Crossol et Donol, c'est pas de la géophysique. C'est vraiment, on mesure un paramètre, on mesure un temps de trajet, on a une distance et du coup, on a une vitesse. Et ce qui nous intéresse, c'est une vitesse. Donc pour une fois, on mesure vraiment la chose qui nous intéresse. Donc il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de paramètre qui est lié à autre chose, etc. C'est vraiment une mesure directe. C'est plus de la géotechnique. C'est plus un essai géotechnique, même si c'est des géophysiciens qui le font, puisqu'il faut avoir des petites notions de pointer, quoi. Mais bon, rien n'est impossible si on a le cerveau ouvert, hein. Ok. Donc pourquoi on fait ça déjà? Généralement, on fait ça, c'est pour mesurer les modules dynamiques. Les modules dynamiques qui permettent aux géotechniciens de dimensionner les fondations d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un pont, etc. Donc les modules dynamiques, ça inclut le module de cisaillement, le module de Young et le coefficient de Poisson. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler les choses, c'est pas l'idée aujourd'hui. Bon, après, le coefficient de Poisson, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir qu'il est entre 0,3 et 0,5. Donc, si vous avez des valeurs en dessous ou au-dessus, c'est qu'il y a peut-être un souci dans vos pointées. Voilà. On peut le calculer à partir seulement de l'AVP et de l'AVS. Donc, la formule, elle est là. Je ne sais pas si on voit ma souris, je vais peut-être mettre le pointeur. VPVS. Donc pour mesurer la VP et la VS, il nous faut une source qui crée de l'onde P et une source qui crée de l'onde S. Le module de Young, c'est pareil, il est lié à la VS, mais il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est la densité. Donc la densité, on est aussi, pour calculer tous ces modules, on a besoin tout le temps de la VP, de la VS et de la densité. C'est les trois paramètres indispensables pour des essais Donol et Crossol. Ça, c'est quelques exemples du module de Young. Je ne le détaille pas vraiment parce qu'on a d'autres choses à faire. Le module de cisaillement, voilà, hop, c'est pareil. On a une formule ici qui est la densité fois la VS au carré. Donc en fait, tous ces paramètres, tous ces modules se calculent à partir d'une VP et d'une VS. La différence, on va dire, entre les modules qu'on mesure en essai géophysique Crossol et Donol, c'est vraiment des modules dynamiques puisqu'on va prendre en compte une couche de terrain qui généralement pour un Crossol minimum de 3 mètres, pour un Donol qui peut être intégré sur 30 mètres, 100 mètres, quoi. Donc on mesure vraiment quelque chose de dynamique, on crée une onde de volume qui va se propager dans le milieu et en fait souvent quand on compare les modules dynamiques avec les modules statiques qui sont obtenus avec un pressiomètre ou des mesures qui sont faites en labo sur des échantillons de carottes, de VPVS, on n'a jamais la même chose, quoi. Et c'est pour ça que les essais, souvent les géotechniciens demandent des essais Crossol et Donol parce que c'est vraiment les modules dynamiques qui ont une importance dans le calcul des fondations, dans le calcul des, si on veut calculer une fondation correctement, la dimensionner, il faut vraiment avoir ces paramètres-là. Donc les essais géophysiques sont importants. Et comment on mesure tout ça? La VP, on peut le faire en Crossol, en Donol. Donc Crossol, c'est mesure entre deux forages. On a une source dans un forage et un récepteur dans un autre. Donol, on a un récepteur dans le forage et la source est en surface. Sinon, il y a la version Uphole où on a le géophone en surface et la source dans le forage. C'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est globalement les mêmes résultats. Et sinon, on a la sismique réfraction qui nous donne une vitesse en onde P. Voilà. L'AVS Crossol, Donol ou MSW, à moindre mesure. Généralement, quand on fait un Crossol, on fait toujours un Donol. Et si on a un peu de temps, on fait aussi une MSW. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'en Crossol, quand on est hors nappe, on n'a pas de P, donc on fait un Donol. Souvent, quand on a des terrains qui sont très durs, on a une S qui est pas terrible, ou alors qui est très haute fréquence, qui est dure à pointer.
Donc, on fait un donol ou une MSW pour confirmer les résultats, quoi. Pour vraiment être sûr et certain de nos vitesses qu'on rentre. Bon, les masses volumiques, ça, c'est sur échantillon au labo. Et après, il y a un truc qui est important en Crosol, en tout cas, puisqu'on mesure la distance entre une source et un récepteur entre deux forages. On a besoin de mesurer la déviation des forages, étant donné que si jamais on part à 5 mètres entre les deux forages en surface, à 30 mètres, si jamais le forage il a dévié, ce qui arrive tout le temps, on n'a plus 5 mètres, on a 3 mètres. Du coup, la vitesse qu'on calcule n'est plus la bonne, quoi. Donc, on est obligé de calculer la distance émetteur-récepteur à chaque profondeur, et du coup, pour ça, on est obligé de mesurer la déviation des forages. On peut aussi le faire en donol, mais c'est moins important puisqu'on intègre, et du coup, généralement, on le fait pas. Bon, voilà, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est l'onde de compression. Bah, si, quand même, il y a un truc important. L'onde de compression, c'est un accordéon. Quand on est en donol, on va mesurer l'onde de compression sur un géophone vertical, puisqu'on va taper en surface. Du coup, l'accordéon, il va se propager de la surface jusqu'au géophone. Donc, si on comprend bien, on voit que le géophone qui va être intéressant, c'est le géophone vertical. Par contre, quand on cisaille, on va pointer sur les géophones horizontaux. Donc là, on reste dans un schéma classique, on va dire, comme une réfraction. Voilà. Par contre, en cross-hall, on a la source et le récepteur à la même hauteur. On crée une onde de compression. Cette onde de compression, elle va du coup se pointer sur le géophone horizontal, puisque on est vraiment dans la ligne entre la source et le géophone. Donc l'accordéon, il se propage, bim, il touche le géophone horizontal. Donc généralement, dans les capteurs de forage, il y a deux géophones horizontaux et un géophone vertical. Après, il y a des systèmes où on peut mettre 8, 12 géophones horizontaux. Ça sert pas à grand chose, ça sert à polariser pour trouver l'endroit où est la meilleure énergie, mais généralement, ça suffit d'avoir deux géophones, au moins deux, parce que si jamais on est complètement perpendiculaire, on mesure rien du tout, quoi. Du coup, on a l'autre géophone. Voilà. Donc les ondes de cisaillement, c'est l'onde de cisaillement, voilà. Donc l'onde de cisaillement sur le géophone vertical en cross-hall et sur le géophone horizontal en donol. Ok. Ouais. Bon, pour les méthodes de mesure, en cross-hall, usuellement, on fait 3 forages. Ça, c'était une norme qui est sortie. Et en fait, pourquoi on faisait ça? C'est parce que on mettait la source dans un forage et les récepteurs un récepteur dans chacun des forages. Parce que souvent, le problème, c'est qu'en cross-hall, c'est qu'on mesure des temps de trajet très courts. On peut, par exemple, si on a 4 mètres entre les forages et on mesure une P d'un granit qui est à 5000, on va mesurer une milliseconde, quoi. Donc, si jamais on a un problème de temps zéro, ce qui arrivait souvent sur les sismographes il y a encore 10 ans ou 15 ans, quoi, ce qu'on faisait, c'est quand on avait tout le temps un problème de temps zéro, on mesurait plutôt la distance entre les deux récepteurs, ce panneau-ci, comme ça ça franchissait du problème de TB. Bon, maintenant, c'est plus trop le cas. Les Daclink ou tous les cartes d'acquisition assez récentes, elles sont précises à la microseconde en déclenchement. Donc maintenant, généralement, un cross-hall, c'est demandé à seulement 2 forages, quoi. Après, bon, il part à des cas particuliers, si vous bossez pour EDF ou des gros projets où ils demandent 3 forages. Dans tous les cas, 2 forages, ça suffit et puis ça coûte surtout moins cher. Donc la distance minimum entre les 2 forages, c'est 3 mètres. Ça, c'est dans la norme ASTM, les Américains. On ne peut pas faire moins. Après, c'est généralement entre 3 et 7 mètres. Il ne faut pas aller trop loin non plus parce que sinon, les sources ne sont pas assez puissantes. On voit pas ce qu'on cherche, quoi. On ne voit pas la première arrivée. Sachant que là, la première arrivée, elle va être très haute fréquence en P et même très haute fréquence en S aussi pour les terrains qui dépassent 500 mètres par seconde. C'est pas du tout comme la réfraction ou la MSW, on a des belles ondes, c'est simple. Là, le cross-hall, des fois, c'est tout moche, quoi. Donc, faut vraiment c'est assez délicat des fois de pointer la P ou la S quand on a un peu de bruit, etc. Parce que même si les sources sont puissantes, ça reste quand même des trucs beaucoup moins puissants qu'un gars qui tape sur une plaque de frappe, quoi. Bon, en grosso, les résultats, hein, c'est assez simple. On présente vraiment les modules, les vitesses, les coefficients de Poisson, quoi. C'est vraiment une mesure qui est vachement plus précise qu'un donol, puisqu'on va faire une mesure tous les mètres. Donc, on est capable de voir les différences de vitesse de terrain, de détecter si jamais il y a des vides, des cavités, des terrains décomprimés. Par exemple, sur les terrains qui sont pas, qui sont hétérogènes, on peut avoir une succession de terrains mous
de terrain plus dur, plus mou, plus dur. Ça, quand on fait un downhole, on le verra pas, on verra juste une ligne droite qui sera un terrain qui une vitesse moyenne. Après, en cross-hole, on peut différencier ça et ça permet de faire des meilleures estimations des VP, des VS et du coup une meilleure estimation de fondation pour les géotechniciens. Bon voilà, le downhole, c'est assez simple. On met un capteur dans le forage et on tape à la surface. Oh, j'ai des petits schémas. Si ça peut vous mettre le truc en tête. Je sais pas ce que vous avez comme matériel, mais downhole. Un downhole en P par exemple. Downhole en P, c'est la base. Bon, c'est assez simple, hein. On a, s'il veut bien s'ouvrir, on met le capteur dans le forage. Donc après, tout dépend du capteur qu'on utilise. Ça, c'est des capteurs assez simples où on a des petites plaques en métal qui viennent se plaquer au forage. Il faut forcément être plaqué au forage puisque les géophones horizontaux, enfin les ondes de cisaillement, se propagent pas dans l'air ou dans les fluides. Du coup, il faut qu'on soit collé au terrain, quoi. Sinon, il n'y a pas d'onde S, ou très peu en tout cas. Du coup, bah, on branche le géophone sur la flûte. Généralement, c'est des pinces Muller ou ce que vous avez. On met ça sur une flûte qui va sur le sismographe, là, et puis il y a un ordi, et puis le trigger est relié à la masse. On tape sur la plaque de frappe et on va mesurer l'onde P sur le géophone vertical. Donc là, ce qui est important, c'est de savoir où on branche le géophone vertical. Déjà, ça, c'est la base, quoi. Quand vous faites vos acquisitions, il y a trois trucs. Il y a V, H1, H2. Si vous savez pas où vous avez mis V, ben, vous savez pas où pointer, quoi. Donc ça, c'est important quand vous branchez le truc. Mettez-le sur la voie 1 ou la voie 12. Et j'ai pas de schéma pour... Ah si, schéma en S, là. Schéma en S, c'est pareil. Sauf que en fait, au lieu de taper sur une plaque de frappe, pour cisailler, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gros bout de bois, un bastin ou une traverse de SNCF, un gros bout de bois, quoi. Vous mettez du métal au bout, comme ça évite de le péter quand on tape dessus. Et on cale les roues d'une voiture sur le bastin, comme ça le permet de ne pas bouger. Et après, vous tapez à gauche et à droite. On tape à gauche et à droite tout simplement parce que l'onde S est une onde qui se polarise. Du coup, quand on va taper à gauche, on va avoir, je sais pas, un truc positif. Et quand on va taper à droite, on a un truc négatif. Donc, quand on compile les deux fichiers, on a un papillon en gros. Et on a un changement de fréquence aussi. On passe d'un truc haute fréquence à basse fréquence, quoi. Du coup, on est capable de pointer correctement l'onde S. Après, donc ça c'est le problème en downhole, c'est que cisailler avec un bastin, c'est compliqué. C'est compliqué de dépasser des profondeurs de 30 mètres, quoi. Par contre, avec la masse, il n'y a aucun souci. Vous tapez, on peut aller à 100 mètres. J'ai déjà fait ça à 100 mètres, ça marche bien en onde P. Par contre, sur un bastin, 30 mètres, c'est un grand maximum, quoi. Donc si vous avez enfin, c'est toujours mieux de faire un cross-haul. Voilà. Si on vous demande la VS30 précise une VS jusqu'à 50 ou 70 mètres, il faut faire un cross-haul, il n'y a pas le choix. Ça n'existe pas, des sources qui cisaillent correctement. En tout cas, à ma connaissance, ça n'existe pas. Voilà. Bon, hop. Après, les schémas, ça ressemble à ça, hein. Généralement, bon là, c'est un logiciel, c'est si majeur, quoi. Je vais vous montrer autre chose, mais c'est les mêmes types de résultats. En gros, on a des pentes. Les pentes des droites nous donnent les vitesses. Donc, c'est des vitesses moyennes. Ici, on a un milieu avec trois couches. En vert, on a la VP. En rouge, on a la VS. Et du coup, en fait, nous, on a pointé la VP et la VS. On met ça dans le logiciel. Et puis après, c'est juste la régression linéaire de pente. Et on choisit où sont les couches. Et généralement, en se basant sur les logs de forage. Et du coup, ici, par exemple, on a une 254, 415, 713 en VS et un peu plus en VP, évidemment. Du coup, on a un milieu comme ça. On voit que si on rentre les densités, il calcule les modules, si on veut. Et puis voilà, c'est vraiment hyper basique, hein, le downhole. On peut même faire les traitements avec Excel. Il y a pas de logiciel d'inversion, il n'y a pas de. Enfin, c'est assez simple. Donc il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est la distance entre le forage et la plaque de frappe. Je vous expliquerai ça plus tard pourquoi. Bon, la sismique réfraction, vous connaissez, c'est pour mesurer la VP. Donc ça, c'est vraiment, si jamais vous n'avez pas du tout de VP, enfin, le dono, enfin, s'il n'y a pas de P en dono et en crosshaul, c'est qu'il y a un problème quand même.
Mais bon, vous pouvez toujours faire une réfraction, mais si on vous a demandé de faire un Crossol, ça marche pas, quoi. Ok. Bon, la MSW, par contre, la MSW, c'est toujours pas mal d'en faire une rapidos sur le terrain pour voir à peu près la VS30 qu'on a et si ça colle à peu près avec ce qu'on va mesurer en forage, quoi. Et puis ça, voilà, ça permet de donner des indications quand on traite les données aussi. Parce que c'est pas toujours évident de pointer la S. Bon, on peut faire de la 2D aussi, voilà. Donc si on compare les méthodes, le Crossol, c'est vraiment la méthode reine puisqu'on va mesurer directement la P et la S. On peut différencier très bien les couches et on peut aller profondeur importante, hein, ça va vraiment dépendre que de la longueur du câble. Par contre, les moins, c'est qu'il faut faire 2 forages. Il faut mesurer la déviation, donc c'est encore autre chose. Et puis, il y a aussi des petites contraintes techniques pour les foreurs, puisqu'il il faut tuber le forage, évidemment. Il faut sceller le tube au terrain. Il faut que le scellement il soit coulé par le bas, quoi. Donc, il faut mettre un tuyau pour injecter le coulis du bas vers le haut du forage. Sinon, le problème, c'est que si on injecte par le haut, ben après ça bouche, on peut avoir des trous. Et si le tube n'est pas cimenté au forage, Crossol il est nul, quoi. Enfin, il n'y a rien à faire. Donc généralement, il y a dans des appels d'offres où il y a des gros Crossol à faire, ils demandent de faire un sonic pour vérifier la cimentation du forage. Parce que souvent c'est mes mesures elles sont pourries, c'est parce que le forage n'est pas cimenté. Du coup, bon, ils en avaient marre d'entendre ça, donc maintenant ils disent faites une cimentation de forage et puis on verra bien si c'est ça ou pas, quoi. Ouais, par contre, mesure ponctuelle. Ouais. Le donol, il n'y a besoin qu'un seul forage, donc c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin aussi de courant électrique, etc. Enfin, c'est vachement plus simple en matériel. Pas forcément besoin d'avoir un tube qui est scellé, même si c'est mieux. Donc, il n'y a pas besoin de mesurer la déviation. On tape. Par contre, et puis c'est hyper simple à traiter. Par contre, les moins, c'est vraiment différenciation des couches. Et on ne peut pas différencier des couches. On va vraiment voir les grosses structures géologiques, enfin lithologiques. On ne peut pas voir des couches de 1 ou 2 mètres, quoi. Et puis, bah, on est un peu limité en profondeur pour la VS, en tout cas. Bon, la MSW, ça, c'est une méthode pas de forage. On met des géophones en surface. C'est hyper simple à mettre en place. On tape. On a une VS30. Franchement, ça marche à tous les coups. Au moins, on a une donnée, quoi. Donc voilà, généralement on couple les méthodes, Crossol, OnP, ça peut être difficile à pointer quand on est hors nappe, parce que par exemple les hors nappe, le terrain ils sont déconsolidés et comme on mesure des temps de trajet très courts, généralement on n'a pas de P, on la voit pas. Du coup, si votre nappe elle est à 80 mètres, on vous demande de faire un Crossol à 70 mètres, c'est bof bof, quoi. Sauf si c'est du caillou évidemment, mais si c'est du terrain déconsolidé, c'est même pas la peine, hein. Ça marchera pas. Par contre, du coup, là, il faudra faire un donol. On fait un donol en P, quoi. Donc, on aura la P avec le donol. Et par contre, la S, elle aime bien les terrains déconsolidés et hors nappe. Donc, c'est le contraire. Et en Crossol. Et en donol, ben, c'est moins bien. Donc, c'est toujours bien d'associer les deux en même temps, quoi. Voilà. Pour le matériel, bah, du coup, le Crossol, on a besoin du capteur triaxial, d'une source et d'une sonde de déviation. En donol, juste du capteur et de la source. En réfraction, voilà, c'est les trucs. Et il nous faut un sismographe dans tous les cas. Ouais, bah, un sismographe qui marche bien, c'est le Daclink, hein. Bon, c'est ce qu'on vend aussi, c'est pour ça. Non, je rigole. Après, on vend d'autres trucs, mais celui-là, il marche vraiment très bien. Il est capable d'échantillonner à 20 micros. Il a une dynamique hyper haute. Là, c'est le Daclink 4, mais il y a le Daclink 5 qui est sorti. La dynamique en forage, c'est très important. La dynamique, c'est la capacité d'une carte d'acquisition à mesurer un petit ou un gros, une grosse amplitude sur le même signal, quoi. Et en fait, on peut avoir, par exemple, du bruit ou une composante continue qui pourrit tout, qui a vraiment une grosse amplitude, et une toute petite amplitude qui est notre VP, par exemple, notre temps en TP, et du coup, ben, si on a une mauvaise dynamique, on voit rien du tout, quoi. Bon, voilà. Avec un capteur comme ça, c'est très bien, et en plus, c'est pas du tout perturbé par tout ce qui est champ électromagnétique, les DAC-Link, enfin, en tout cas, beaucoup moins que certaines autres cartes d'acquisition. Donc moi, je vous conseille d'utiliser ça quand vous faites des mesures Crossol en tout cas. Après, le géode, ça marche aussi, mais ça aime pas les sparkers, pas du tout, quoi. Et puis c'est un peu vieillot par rapport au Dakling, mais pour du Dono, le MSW, Refrac, ça marche très bien. Crossol, il aime pas les générateurs
il aime pas du tout. Il faut le mettre à 500 mètres du truc, sinon il est pas content. Rotor à lock, voilà. Les capteurs de forage, ça ressemble à ça. En fait, il y a c'est vraiment tout simple. Hein. À l'intérieur, c'est des géophones. Il y a 3 géophones. C'est des géophones 28 Hz. Donc les géophones 28 Hz, c'est des géophones qui marchent dans les deux sens en fait. Vous le mettez horizontal ou vertical, ça marche. Il n'y a pas de notion d'angle. Et bon, déjà dans la norme américaine ASTM, il faut que le géophone il ait une réponse place entre 25 et 300 Hz. Et c'est pas évident hein, pour un géophone généralement. Enfin voilà, donc il faut un géophone haute fréquence. Et puis l'avantage aussi, c'est que si le truc est incliné un peu, ben il va quand même mesurer, il va quand même envoyer une bonne amplitude, quoi. Donc voilà. C'est pas très cher, ça coûte environ 1000 euros. Et par contre, c'est un peu rudimentaire. C'est-à-dire que les plaques là, on les colle avec du scotch là, de peinture et on met le forage au fond et on tire le scotch pour que les plaques se plaquent, enfin que les trucs de métal là se plaquent aux parois du forage. Et comme ça, on peut enregistrer la VS, quoi. Donc ça, c'est un petit coup à prendre, mais bon, ça se fait, quoi. Voilà, et puis l'avantage de ces trucs-là, c'est que ça coûte pas très cher, donc si vous le laissez coincer, c'est pas trop grave, quoi. Enfin, parce qu'il y a des géophones qui peuvent être très chers. Par exemple, il y a les BGK 8 ou machin, là, où il y a 10 géophones horizontaux, et le truc, ça pèse un âne mort et ça coûte 10 000 euros. Ça n'a pas grand intérêt, franchement. Ça coûte pas cher. Vaut mieux avoir 2 capteurs que un de spare qu'un gros truc. Après, la flûte de puits, ça c'est super aussi. Par contre, on mesure que la P. On mesure, ça c'est plutôt pour faire des tomographies sismiques, mais pour le donolampé, on peut faire un donolampé à 30 mètres avec ça en 4 tirs. C'est-à-dire qu'il y a un géophone tous les mètres. C'est des géophones, en fait, c'est des géophones, c'est pas des hydrophones. Hein. Ils sont scellés dans une boîte en plastique avec de l'époxy. Le forage, il doit avoir de l'eau dedans. Comme l'onde P se propage dans l'eau, on va mesurer l'onde P sans problème avec ça et quand on tape et on mesure sur les 12 voies, quoi. Donc ça c'est pas mal. On peut aussi l'utiliser pour le cross-sol ou la tomographie sismique, sachant que pour le cross-sol, si on tire, ça marche aussi, mais on aura moins de signal parce qu'on est censé mesurer sur le géophone horizontal. Mais moi je préfère utiliser ça en cross-sol parce qu'au moins on est capable des fois de on n'arrive pas à pointer sur un tir, mais on peut pointer sur le géophone d'en haut ou d'en bas. Et puis on n'est jamais tout le temps bien pile poil, enfin à la même profondeur. Du coup, c'est plus pratique, quoi. Et puis si jamais on peut traiter en tomographie sismique entre forages, ou c'est un autre traitement, mais ça permet de faire ça. Bon les géophones, vous savez ce que c'est. Hop. Les flûtes sismiques, ouais, ça ressemble à ça. Donc c'est là-dessus qu'on va brancher notre capteur de forage. Et ça, on le branche sur le DAC-Link. Donc c'est juste du câble. Hein. Pour le matériel Crossol, pour les sources, donc ça c'est du matériel allemand de géotomographie. Il y a un générateur qui envoie 5000 volts dans un câble électrique, qui un gros câble électrique de, je crois que c'est du 10 mm², enfin un gros truc, qui passe, donc on envoie 5000 volts dans un câble, et pour la source onde P, ça arrive là-dedans, et en fait il y a une espèce de mèche, une électrode, et comme le courant s'arrête, le câble s'arrête, ça crée une étincelle, d'où le nom Sparker. Cette étincelle, elle va créer une bulle d'air, c'est pour ça qu'il faut de l'eau dans le forage. Et la bulle d'air, elle va taper sur les parois du forage, comme un canon air en gros, mais en plus petit, quoi. Et c'est ça qui crée l'onde P. Donc ça, c'est assez puissant. On peut faire dans du terrain dur du 20 mètres entre forages, ça passe. Dans du terrain mou, hors nappe, ça passe pas, même à 3 mètres. Hein. Par contre, il faut du sel, c'est-à-dire que ça marche pas en eau douce, donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de chaussette. Si jamais il n'y a pas de sel, on met du sel dedans, on ferme et puis ça marche. L'avantage de ce truc-là, c'est que on branche le sismographe là sur la zapette. Là. Ça, c'est une télécommande, on appuie sur un bouton pour tirer. Et en fait, c'est elle qui envoie le signal de déclenchement. Et le signal de déclenchement, il bouge jamais. Vraiment, jamais. C'est touch qualidad, c'est pile poil à chaque fois. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez l'enregistrer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un DAC-Link avec 12 voix et vous avez pris que vous avez branché que 3 voix sur vos flûtes, vous pouvez prendre une 4e voix, faire un tour, par exemple, avec un fil électrique autour du câble
et les brancher sur une des voies. Et ça permet d'envoyer un signal dans la flûte. Bon, faites pas ça avec un géode, sinon vous allez tout pourrir, mais avec un DAC-Link, ça marche très bien. Et bon, ça permet de mesurer le temps zéro parce que souvent on a besoin d'avoir un fichier, qui permet dans les appels d'offres, ils demandent la mesure du temps zéro et du coup on a besoin de dire ok, là j'ai décalé de 0,1 seconde, etc. Et si jamais ça décale, le temps qu'on mesure, par exemple on mesure 1,8, si on a un décalage de 0,2, ça fait 1,6, donc ça fait quand même 10% d'erreur plus la déviation, etc. On peut aller vite à 20-30% d'erreur juste parce qu'on a un TB qui bouge un petit peu, quoi. Donc avec ça, ça bouge pas. Après, il y a deux sources ondes S. Ça, c'est une source onde S qui fait un peu d'onde P, qui est puissante, mais elle est polarisée horizontalement, donc elle est pas mal si on a des distances entre forages qui sont très grosses. Mais par contre, pour la polariser, en fait, on est obligé on la plaque avec une pompe. Et après, quand on fait un tir dans un sens, et après on tourne le câble de 180 degrés, c'est un câble antigiratoire, on la replaque et on fait le tir dans l'autre sens. Donc c'est vachement plus long en fait. C'est plus long, c'est plus coûteux en énergie aussi. Donc il y a une autre source qui fait des ondes S qui est polarisée verticalement où il y a juste un switch où on va faire up et down. Et donc ça c'est vachement plus pratique parce qu'on fait la polarisation de l'onde S. C'est beaucoup plus rapide quand même. Elle est vachement moins puissante et elle fait quasiment pas de P. Elle fait pas de P du tout même. Donc on est obligé de faire les deux. Alors que celle-là, elle fait quand même un peu de P. Donc si on a un terrain qui est sous nappe et tout, là, il n'y a même pas besoin de passer le Sparker. Moi, le Sol Géo, ça c'est du matériel italien qui est pas mal aussi. C'est vraiment similaire, hein. C'est similaire. Bon, la source S, elle est top. Elle marche vraiment bien. Elle est polarisée verticalement aussi. Donc on a un switch qui passe sur la photo, mais il y a un switch qui permet de faire up et down. Et puis le Sparker P, c'est vraiment la même chose que le géotomographie. Et du coup, en fait, la source S, il y a des petits bétoniaux qui sortent pour se plaquer au forage. Et en fait, ça, c'est fait avec un compresseur et puis il y a des vannes avec des robinets. Donc, en gros, il y a une personne qui gère l'ouverture et la fermeture de la source pour la plaquer ou la déplaquer du forage. Avec la télécommande, on peut gérer le shot, enfin le tir. Et puis après, on enregistre nos résultats, quoi. Donc, bon, cette source, elle est bien. Après, le Solgeo, il a des petits soucis, on va dire, le déclenchement de TB qui est pas toujours proche. Enfin, c'est pas aussi nickel que les géotomographies, mais bon, voilà, il faut l'enregistrer, c'est tout, quoi. Ça marche pas trop mal. Puis c'est vachement plus léger aussi. Après, si jamais vous êtes, en fait, tout ça, ouais, quand ça et ça, il faut un générateur pour que ça fonctionne. Il faut au moins être branché au courant électrique ou un générateur qui envoie 2 kW, 2 kVA ou 1 kVA, quoi. Les petits Honda, ça marche. Par contre, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du courant électrique sur site, hein, ça arrive. Il y a une source mécanique qui est la source Ballard, qui est une super source. Tout le monde dit que c'est nul, mais ils ne savent pas s'en servir. Elle marche très bien. Elle fait pas beaucoup de P, mais elle fait des super S. Et du coup, si on s'en sert bien, c'est top. Donc en gros, on la plaque au forage. Là, il y a une espèce de chambre à air qui se. En gros, on a une pompe en surface, on pompe et ça permet de la plaquer. Et après, nous, il y a juste à tirer sur le câble et quand on tape, ça fait de la S et ça fait de la P. Et du coup, pour faire un tir up, on tire fort et pour faire un tir down, on remonte et on lâche. Et bon, ça marche bien. Il y a un petit géophone ici qui permet de faire le déclenchement. Généralement, comme le géophone, il prend un gros hit, on va dire qu'il est connecté à une boîte qui permet de convertir le signal du géophone en un Dirac et en gros un signal très stable qui permet de déclencher précisément le DAC-Link en tout cas. Même si ça bouge un petit peu en fonction de la profondeur, ça par contre, il faut gérer le TB, mais bon voilà, ça se fait. Faut éviter de stacker avec ça, puisque ou alors on enregistre les tirs séparément et on les stack après. Mais sinon, ça marche bien. Et ça coûte 10 000 euros. Le petit géophone, c'est là. C'est un microphone miniature, puis la masse, ça tape bien, pas de souci. Bon, par contre, hors nappe, ça marche pas. Voilà. Pour le dono, la chute de poids,
Ça va être le plus simple hein, pour taper l'onde P. Donc, le coup de masse, franchement, ça suffit dans la plupart des cas. Sinon, vous pouvez utiliser une chute de poids accélérée. Ça a peu d'intérêt. Pour l'onde S, on met les roues sur un bastin et on tape à gauche et à droite. Voilà. Donc ça, c'est les sondes de déviation qu'on propose. C'est une sonde de déviation qui est pas mal parce qu'en fait, il y a un inclinomètre et deux magnétomètres dedans, je crois, un inclinomètre et un magnétomètre. Et en fait, à partir de l'inclinaison et de la rotation, on est capable de recalculer la déviation du forage. Donc, il faut lui rentrer au début X, Y, Z, quoi. Et puis à la fin, on calcule tout, quoi. Donc l'avantage, c'est qu'on peut prendre un point tous les mètres, ça prend 5 secondes, on descend la sonde, on peut enregistrer avec un PC ou lire directement la valeur ici. Par contre, ça marche pas si on a du métal, si on a un casing en métal, ça marche pas. Si on a des fondations en métal qui sont proches, ça marchera pas parce qu'il y a le magnétomètre qui va être perturbé. Donc dans la plupart des cas, ça fonctionne, mais faut faire attention quand même à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est précis, mais c'est quand même moins précis. C'est moins précis que des trucs comme les, enfin, les sondes Glotz, par exemple, ce qui mesure 2 sinus, là où on utilise des tubes, des tubes rainurés. Ouais, mais il y a pas besoin de mettre de tubes rainurés, par contre. Donc en gros, si vous avez connu ça, on trimballait des tubes rainurés de 3 mètres de long, faire des crossols à 80 mètres. Il y a un camion qui est rempli de tubes et après on met la sonde. Et ça dure une demi-journée à prendre juste la déviation d'un forage, quoi. Donc, en gros, cette sonde-là, on fait un forage de 30 mètres en 10 minutes, quoi. Donc, c'est vachement mieux, quand même. Mais il y a un peu moins de précision, quand même un peu moins de précision. Donc, voilà, les crossols, la norme, comme je disais, si un jour on vous demande, bah, c'est minimum 3 mètres entre les forages. Merde. Donc 3 à 7 mètres. Voilà, après, généralement, ça arrête à 100 mètres quand même. Bah, des fois, oui, voilà. En gros, quand on tire, on peut avoir des phénomènes de réfraction, hein. Ça veut dire que s'il y a un terrain qui est plus dur, et ben, l'onde, elle passe par le terrain mou et le terrain dur, mais celle qui est passée par le terrain dur, elle va arriver avant le terrain mou. Du coup, on va mesurer une vitesse qui est plus rapide que le terrain mou qui est entre notre source et notre récepteur. C'est pour ça que c'est pas mal d'utiliser une flûte de puits. Ça permet de voir des fois, ah tiens, c'est bizarre. Enfin, ça arrive dans les terrains qui sont pas homogènes, hein. Mais des fois, on a une onde première qui arrive avant, alors que le géophone, il est 2 mètres au-dessus, quoi. Donc, bon, ça, on peut rien y faire. On peut pas, on peut rien y faire. Il faut juste prendre ça en considération et peut-être modifier à la main la VP, quoi. Donc, par contre, ouais, faut que les forages ils soient scellés. Enfin, tubé et scellé par le bas, quoi. Donc, faut vraiment, bah, voilà. En gros, on met la pompe, on met le tube et on injecte par le bas pour que le coulis remonte. Ça, c'est hyper important. Voilà. Bon, ouais, il faut au moins 5 mm de coulis. Donc, ouais, la norme ASTM préconise une précision de 2% sur la mesure de distance. 2%, c'est pas grand-chose, hein. Et du coup, c'est pour ça que les sondes de déviation, faut faire attention, quoi. On peut stacker, on fait ce qu'on veut, quoi. Bah, bon, ça, c'est le plus simple. Ça, c'est ça, les trucs de chez Glotz, là, c'est pas mal, hein, ça marche bien, mais c'est une galère. Et ça, c'est plutôt des trucs de spéléo, hein. Donc, dans les normes, c'est important, il y a les paramètres d'acquisition. Pour l'échantillonnage, on demande, il faut échantillonner entre 15 et 100 microsecondes maximum. 100 microsecondes, c'est pas grand-chose, hein. En fait, je sais pas, il y a quelqu'un ou quoi? Comme je vois que mon écran, je sais même pas si vous êtes encore là. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Ouais, super, merci pour la remarque. Nous sommes là. Ouais, du coup, ouais, 100 microsecondes maximum. Donc, si vous avez voilà, un vieux Sismo, ça va pas fonctionner. Mais après, généralement, on échantillonne à 20 ou 30 micros.
Franchement, c'est important d'échantillonner. Moi, j'échantillonne à 20 micros généralement parce que ça permet de filtrer les hautes fréquences et garder le signal. Mais souvent, une paix qui est dans du granit, elle va être à. C'est du 2000 Hz presque. Enfin, c'est- faire attention à ça. Donc, la norme, 15 à 100 microsecondes pour la donole et le crosshaul. En acquisition, ça va en crosshaul, on peut mettre 0,1 seconde, voire beaucoup moins. En donole, je vous conseille 0,2, voilà, 0,2, 0,3. On peut stacker. Le pré-trigger est hyper important, étant donné que si on a un problème de déclenchement de TB, même de 1 microseconde, enfin, ou 0,5 millisecondes, mettons, ça va être important. Donc, on enregistre au moins 10 millisecondes avant pour être sûr que le TB n'est pas arrivé avant. Voilà. Les filtres à l'acquisition, c'est pas mal de mettre pour une fois le filtre 50 ou 60 Hz en fonction du courant, puisque d'habitude on ne le voit pas, mais là quand on mesure des trucs très faibles, on peut voir ces perturbations. Bon, les gains, ça dépend si vous pouvez gérer les gains sur les DAC-Link, mais c'est toujours pas mal d'en mettre un peu. Voilà. Donc voilà, aucun compromis n'est possible sur la fiabilité du déclenchement. Ça, c'est une belle phrase, hein. Mais ça veut dire ça, c'est-à-dire que si vous avez un problème de TB, votre crosshaul, il est à la poubelle, quoi. Donc, c'est soit vous l'enregistrez, soit vous utilisez du matériel qui est précis, quoi. Donc, la norme ASTM, elle précise 25 microsecondes de précision. C'est pas grand-chose, et cette norme, elle est en train d'être revue, parce qu'elle est vieille, hein, elle doit avoir 10 ou 15 ans. Donc, 25 microsecondes, un DAC-Link, c'est 1 microseconde la carte d'acquisition pour le déclenchement, mais après, on peut avoir la ligne de tir, le matériel, enfin voilà, ça peut arriver vite, quoi, les erreurs de déclenchement. Donc pour mesurer le temps zéro avec une balade, on utilise ce genre de système où ça permet de sortir le signal vachement plus propre. Donc après, ouais, comment on met en place les choses? Évidemment, les forages, il faut qu'ils soient en eau. Enfin, pas tout le temps. Pour la S, c'est pas forcément obligatoire, mais pour la P, oui. Et puis pour le donol, bon, pour le donol, c'est mieux aussi. Mais en fait, le problème de l'eau, c'est que ça peut, ou même de l'air, hein, si le forage est vide, c'est que ça crée une colonne d'eau ou une colonne d'air. Et en fait, quand on tape à la masse, par exemple, si vous tapez à côté du forage à la masse, forcément, ça fait du bruit. Et cette onde sonore, elle peut se propager dans le tube s'il est vide. Et du coup, elle va créer une vitesse, bon, généralement, qui est faible, quoi, qui est 300. Mais si on a ça peut nous gêner en surface. Et puis, par contre, si c'est de l'eau, ben, du coup, ça va plutôt être 1500, 1600 mètres par seconde. Et là, dans ce cas-là, on peut avoir ce qu'on appelle une onde de tube qui est toute droite et qui est pile poil sur les pointées qu'on est censé faire. On la voit pas, quoi. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est au moins, il faut décaler un petit peu la frappe du forage, au moins à 2 mètres, quoi. Après, il ne faut pas taper trop loin, sinon il y a un an qui est trop fort. Et si vous tapez trop près, vous avez l'onde de tube. Donc voilà, 2 mètres, c'est une bonne, bonne distance. Ouais, voilà, par exemple, ça, c'est moi, le film, il date des années 40, mais c'est assez clair. Vous voyez, ça, c'est l'onde de tube. Et ici, ça, c'est ce qu'on cherche. Enfin, c'est ce qu'il faut pointer. Mais vous voyez, ici, on a l'onde de tube et on ne peut pas pointer correctement. Bon, même si ça va, on s'en sort, hein. Mais globalement, vous voyez, c'est ça qu'on veut éviter, quoi. Ok, donc l'anisotropie, bah ouais, évidemment, on peut avoir de l'anisotropie, donc on peut avoir des différences de vitesse. Donc c'est pour ça que des fois les donos, les crosshauls, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'un donol, on mesure plutôt verticalement et un crosshaul horizontalement. Ok. Bah, pour le traitement des données, par exemple, généralement, je vais vous montrer le logiciel, mais en donol. Mais en crosshaul, généralement, on a 3 trucs. On va pointer du coup l'onde P sur les géophones horizontaux. Donc là, vous voyez, on la voit bien. Pip, pim. Et l'onde S, bah, généralement, on fait un tir haut et un tir bas, ou un tir un up et down, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Souvent, on voit l'onde P quand même, hein, on la voit là, hein. Par contre, et l'onde S, vous voyez, on a un espèce de truc moche. Et après, on a rien. Et là, on a l'onde S qui arrive. Donc ça c'est un beau film, hein, je vous rassure, hein, c'est pas toujours comme ça. Mais généralement, on cherche le papillon, l'onde S, elle est là. Donc là, on est à 15,2 et l'onde P, on est à 2,5.
Et après, on rentre ça dans notre fichier Excel à profondeur 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres, etc. C'est tout. Juste bien spécifié, là, tu as stacké les deux, enfin, tu as append les deux tirs S. Ouais, c'est ça. J'ai monté en bleu, il y a le tir à gauche et en noir, le tir à droite, par exemple. Et en Donol, c'est un peu pareil, c'est juste qu'on utilise les géophones H1 et H2 pour l'onde S et les géophones verticales pour l'onde P. Alors que c'est le contraire pour le crosshole. Ok. Donc en Donol, c'est un peu plus moche. Hein. Là, on a la P et la S, elle est ici. Là. Et vous voyez, les temps sont beaucoup plus longs, hein, 50 millisecondes, 10 millisecondes, encore, c'est pas grand-chose. Là, on est à 2, 5 et 15. Donc, si vous enregistrez sur 5 secondes, voilà, vous n'êtes pas prêt de dire. Et vous voyez que ce truc-là, il est vraiment très haute fréquence. Donc, si on veut bien caractériser ce signal, si on veut, il faut au moins, je sais pas, 50 points pour voir ce petit truc. Sinon, vous allez voir un triangle tout moche. Enfin, c'est déjà d'ailleurs, c'est le cas ici. Moi, je veux voir un beau truc pour être sûr de où je pointe. Donc, c'est pour ça qu'il faut échantillonner correctement. Ok. Bon, après, il y a un petit truc qui permet de créer une trace composite en utilisant les deux géophones horizontaux. Donc, c'est ce qu'on appelle polariser. Ça permet normalement, par exemple, si votre source elle n'est pas complètement parallèle avec le géophone horizontal, et c'est jamais le cas, sauf si il y a certains systèmes, on a une boussole et un câble antigiratoire, et du coup, on peut gérer cette orientation. Mais bon, souvent, voilà, c'est un câble, on ne sait pas trop où est la sonde. Donc en fait, comme il y a deux géophones, il va prendre l'amplitude du signal sur H1, l'amplitude du signal sur H2, et il va trouver à partir de l'angle, il va recréer une trace avec une amplitude nickel, quoi. Moi, je n'utilise pas trop ça, je trouve, parce que ça marche pas super, mais bon, voilà, ça existe. Bah, par exemple, voilà, ça c'est H1, vous voyez, c'est tout mou, H2 c'est vachement plus fort. Et du coup, quand on polarise, bah, on a ce truc-là. Donc, voilà, bon. Moi, j'aurais préféré mettre H2, tir up, tir down, et puis je vois exactement où est ma S, quoi. Souvent, il y a H1 et H2, souvent, il y en a vous allez utiliser que un des deux, quoi. C'est très rare que les deux soient nickel. Il y en a souvent, il y en a un qui est très bien et l'autre qui est nul, quoi. Bon, voilà. Ça, par exemple, c'est un assemblage de Crosshole, vous voyez, en P. Vous voyez, ici, on est dans la nappe. Là, vous voyez, là, on a la P, on la voit nickel. Enfin, c'est des. Alors que hors nappe, pas de P. Mais par contre, la S, nickel. Vous voyez, là, on a positif, négatif. Si on monte, on la pointe facilement. Par contre, là, on n'a pas de S. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours compiler les méthodes d'Ono, le Crosshole, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir sur le terrain, quoi. Bon, voilà, ça, je vous expliquerai. Après, on pointe, on exporte, et puis c'est tout, hein. En Donol, on va, par exemple, ça c'est un tir en P, on pointe la première arrivée, et on pointe la S, et après le logiciel il se débrouille, quoi. Bon, les réfractés, ok. Donc ça, je vais passer au logiciel. Est-ce que vous avez des questions? Hop, c'est où? C'est ici. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation là? Non? C'était hyper clair. Hop. Si, Bah. bonjour, j'ai une question. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend. Salut, bonjour. Tu as précisé l'importance d'avoir un tube bien scellé au sol et tu as dit qu'il y avait un essai pour le vérifier. Le Ouais, sonic, c'est ça que tu as dit? J'ai ouais, pas... c'est ça. Tu peux préciser ce que c'est et comment on le met en place, s'il te plaît? Bah, c'est un. Sonic, oui. Ouais, c'est un essai sonique. C'est un système qui émet des ondes ultrasoniques et ça te permet de voir vraiment enfin, très haute fréquence, si tu veux, et ça te permet de voir la qualité du ciment. Donc, c'est juste un truc que tu descends dans le forage et tu as une rocodeuse en surface. C'est un petit transducteur, en fait, où on envoie une onde ultra haute fréquence pour juste voir la continuité du béton. Si vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez essayer.
Je sais pas bien, on entend pas bien, mais on a ça en location. Ok, merci. C'est ce truc-là, là, Solgeo. Bah là, moi, j'ai un écran infini là, parce que je sais que tu as dû partager quelque chose. Ouais. Non, là, on voit pas mon Google. Là, on voyait pas Si, Google. c'est bon. Si, C'est on bon, c'est voit, c'est bon. bon. Si, Bah, si, c'est bon. il y a ce truc-là, là, All-in-One. Donc lui, c'est un système. C'est un transducteur, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs. En fait, on peut faire plusieurs choses. On peut faire de la cimentation de forage avec juste l'émetteur et la recodeuse. On peut mesurer entre deux forages. Donc c'est plutôt fait pour l'auscultation des pieux, là. Généralement, dans un pieu, il y a plusieurs réserves. Enfin, voilà. Et on peut faire plein de trucs. C'est pas compliqué à faire, hein. C'est simple. Mais des fois, si la cimentation est mauvaise, si tu l'as pas fait, tu peux pas savoir, quoi. Et du coup, tu n'as pas de S. Et comme ça coûte cher un forage, comme ça coûte cher un essai, si tu arrives avec aucun résultat, c'est pour ça qu'ils demandent ça de temps en temps, quoi. Voilà. Ok, merci. Pas de souci. Bah, je vais passer sur GeoGiga. GeoGiga, c'est un logiciel. C'est quoi ce truc? Mitsu, T'as juste à autoriser. cette fois-ci, on sait jamais quand même. Je rigole. Vas-y, je ferme ça. Voilà. Ouais, Oui, Quoi? allô? Et Lolo, Ouais, bonjour. C'est qui? bonjour, c'est Nicolas Morand de Sage Ingénierie. Ah, bonjour. Salut. Je vais juste te poser une question avant d'attaquer sur le logiciel. Il faut compter combien à peu près pour, enfin, vraiment à la grosse souche pour commencer à faire du cross-haul? C'est-à-dire en location ou en matos? Ouais, même à l'achat pour se rendre compte un peu combien ça. Si on n'a rien du tout ou si on a des trucs? Si on a Après, je ferai la déduction avec ce qu'on a, mais ouais, nous, on a un backlink. un Daclink, c'est bon, c'est plus cher. Ouais. Capteur de forage, 1000 euros. Flux de puits, c'est pas obligatoire, ça coûte 1200 euros. Bon, il faut au moins un capteur de forage 1000 euros qu'on branche à la flûte. Et après, c'est plutôt par exemple, le système Solgeo complet, ça doit coûter quelque chose comme 30 000 euros, je dirais. C'est-à-dire le Sparker, la source S et la source P. Ouais, peut-être moins, peut-être 20 000. Et voilà. Et en log, ça se loue. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Si vous faites pas beaucoup de cross-haul, vaut mieux louer, hein, parce que c'est pas non plus des trucs qui sont faciles à amortir, hein, je pense. S'il y a pas, il y a pas beaucoup de boîtes qui font beaucoup de cross-haul. Il y a quelques-unes, mais c'est pas non plus un essai qui est tout le temps demandé. Enfin, beaucoup moins. Avant, il y a EDF qui en demandait beaucoup, mais maintenant, enfin voilà, les trucs ils ont été faits, les post-Fukushima et tout là, et puis les grands paris aussi, c'est les boîtes qui sont à Paris qui font ça. Donc ouais, des essais cross-haul, il y en a pas beaucoup, vaut mieux louer. Et puis au moins, vous avez le matos qui marche direct, quoi. Ouais, monsieur Calais. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, il y a un point important. Bon, on en fait pas mal ici, de cross-haul et de downhole. Alors, il y a un point important que vous avez montré tout à l'heure, c'est le système de mesure de l'impédance acoustique pour la vérification. C'est vraiment fiable, ça, pour juger un peu sur le scellement? Surtout Ouais. avec des profondeurs importantes, parce que, par exemple, lorsqu'on est amené à faire des cross-haul sur 70, 80 mètres, 100 mètres, des trucs de ce genre, quoi. Ouais, la profondeur, C'est jouable. elle va pas avoir d'importance, parce que ça va vraiment dépendre de la longueur du câble, hein. Mais oui, de toute façon, c'est la seule méthode qui existe pour vérifier le Non, moi, s'il le vous scellement. plaît, quand j'ai entendu microsismique, je suis tout de suite parti vers le centre de diagraphie, quoi. Non, c'est pas un PS log, c'est pas comme un PS Ouais. log, hein. C'est vraiment c'est des fréquences, je sais pas, je crois que c'est du 50 kHz, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est du 50 kHz et en fait, t'émets et tu réceptionnes avec la même sonde et c'est D'accord. numérisé directement à la sortie. Donc en fait, peu importe la longueur de câble, ça change rien. Donc c'est ultra facile à faire. Et puis D'accord. un PS log, c'est plutôt on a un émetteur, un récepteur et Ouais. c'est une toute petite source. Ça, c'est plutôt des essais qui sont faits Bon, aux États-Unis ou ailleurs, quoi. En France, on fait pas trop ça. d'accord. Alors, j'ai une autre question, peut-être que vous allez me. Là, c'est un peu les tarifs qui sont appliqués pour la réalisation d'un cross-haul, généralement en Europe, juste un ordre de grandeur
Je sais que c'est un peu cher, sur le Ah plan. oui, c'est cher. C'est cher, mais moi, je vois des prix à tout va, c'est-à-dire, Moi, je sais pas, moi, quand je bossais avant dans une boîte où on faisait des crossoles, ouais, on facturait vite. Enfin, 10 000 euros moi, peut-être ouais, 8 000 euros pour un crossole de 30 mètres. hors Quoi. forage. Hors Ouais, forage. hors forage, ouais. Mise en place et traitement, quoi. Ouais. Mais bon, après, déjà, la location du matériel, plus les transports, enfin, il y en a au moins pour 1 000 euros, quoi. Enfin, en France, hein, en France. Après, si ça part au Maroc, bah ouais, c'est 4 000, quoi. Nous, au Maroc, on a les équipements. Ouais, ouais. On vient d'acquérir la Géotomo. Et donc, Ah ouais, ok. merci. Bah, voilà, ça marche. Bah, du coup, ouais, vous avez quelqu'un d'autres questions? Oui, je pense que c'est encore Nicolas Moreau. Ouais. Je vais te demander, j'ai pas vu sur la diapo, il faut des diamètres de forage de combien pour faire ça? Bonne question. Ouais. Là, c'est une bonne question, j'ai pas dit. C'est écrit sur ton diapo quelque part, mais ça allait vite, j'ai pas eu le temps de Ouais, voir. c'est minimum 70 pour le récepteur. Même pour la source. Minimum 70 mm intérieur. Ok, Voilà. Après, le problème, par exemple, la balard, elle peut passer dans plus petit, mais faut pas la coincer. S'il y a un peu de boue, moi, ça m'est déjà arrivé de coincer une flûte de puits parce qu'il y avait un peu de boue dans le forage et ça faisait ventouse, des trucs comme ça, quoi. Donc, dès qu'il y a un peu de boue, on peut rien faire. Surtout les câbles, souvent, ils sont pas, il n'y a pas de métal dedans, donc on tire sur le câble, quoi. Voilà. Donc, ouais, 70 intérieur minimum. ok, merci. De rien. Du coup, ouais, GeoGiga, c'est un logiciel qu'on propose maintenant à la location et à la vente qui est pas très cher et qui est pas mal, qui est assez complet. Bon, voilà. Et puis il y a plein de modules différents que vous pouvez activer. Donc moi je connais pas tout, hein, je connais rien même, mais c'est bien apparemment. Donc là on va regarder PSLog. C'est un module qui est fait pour traiter des PSLog, mais qui est adapté pour des donoles aussi. Et bon après ça c'est un truc qui est fait pour faire de la tomo sismique entre forages. Et ça pour faire un VSP classique pétrole, quoi. Donc, bon, nous, on va regarder ça aujourd'hui. Moi, je l'ai là. Ça, je peux pas fermer ce truc, vous voyez ça? Tu peux quitter quand tu peux le fermer, ça change, ça coupera rien. Et si je clique là-dessus? Ah, Non, la croix en haut, tu peux le fermer. ok. Donc, ouais, le logiciel, bon, et par contre, ils sont pas hyper forts en design, mais ça marche bien. Du coup, j'ai préparé un petit jeu de données pour le webinaire. Ici, là. Donc, ça, c'est des données Crosol, donc données brutes. Et vous voyez, donc là, on a les signaux regroupés. Donc, il y a frappe verticale. Donc, c'est un donole à 29 mètres qui va donc, on a un fichier tous les mètres, quoi. OK. Donc, dans chaque fichier, il y a 3 voies. Il y a 3 capteurs. Donc, sur la voie 1, c'est le capteur vertical. Sur la voie 2, c'est le capteur horizontal H1. Et sur la voie 3, c'est le capteur horizontal H2. OK. Donc j'ai aussi un dossier pour la frappe qui a été faite sur le madrier à droite et un dossier pour la frappe qui a été faite sur le madrier à gauche. Donc en gros, on va utiliser ceux-là pour la S et celui-là pour la P. Voilà. Après, en Crosol, c'est la même chose, hein. On se retrouve avec ça, mais moi généralement les Crosol, je les traite avec le logiciel d'acquisition, quoi. J'ouvre les fichiers, je pointe. En fait, un truc qui est intelligent, c'est quand même c'est de, enfin, c'est de, par exemple, je sais pas si j'ai un papier là, non, j'ai pas. Enfin, un truc intelligent quand on fait un donol ou un crossol, c'est sur le terrain, vous avez un papier, vous avez le fichier, vous notez le temps que vous estimez point mesurer, quoi. Parce qu'on voit tout de suite la trace, donc ok, là je vois ma P, elle est à 1.9, ma S elle est à 5.8. Je calcule ma distance, je fais un petit calcul et j'ai une vitesse, quoi. Et du coup, au moins, ça vous êtes sûr, quand vous allez traiter les données au bureau, que vous êtes capable de voir la P et la S, quoi. Donc, c'est toujours bien de vérifier ça sur le terrain. Donc, c'est pour ça que moi, le Crossol, je préfère le pointer avec le logiciel d'acquisition. Et après, je mets toutes les données dans un fichier Excel, quoi. Par exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, le fichier Excel. Donc, ça, c'est un Crossol.
qu'on a fait récemment. Voilà, hop. Donc ici, on rentre la distance entre les forages. Donc là, 4,86 entre la source et le récepteur 1. Après, ici, vous rentrez la déviation. Donc tout ce qui est en orange, il faut rentrer les valeurs. Donc là, c'est la déviation, c'est ce qui a été mesuré par la sonde de déviation. Donc la sonde de déviation, elle mesure une inclinaison et un azimut. Okay. Donc ça, vous rentrez ça. Donc on voit que la déviation du forage, par exemple, ici, le forage, il fait 70 mètres. Et on voit que ici, c'est quand même décalé de, je sais pas, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Du coup, 1 mètre quasiment, quoi. Donc là, si on a 1 mètre ici, on a 1 mètre là, ça fait 2 mètres. Sur les 5 mètres, il ne reste plus que 3 mètres. Donc forcément, on a une erreur. C'est pour ça que c'est important de mesurer la déviation. Donc ça, c'est la source dev source, déviation du récepteur. Voilà. Et après, ici, du coup, le truc, les formules, enfin, la feuille, elle calcule la distance. Donc, vous voyez, ça modifie un petit peu la distance. Donc là, on a 5 mètres 60, alors qu'on est parti à 4,80. Donc ça fait quand même 80 cm. 80 cm sur 4,80, ça fait 20% d'erreur, quoi. Voilà, donc là, après vous avez tout pointé, vous avez calculé vous avez mesuré votre TB, vous avez vu qu'il était à 0 ou à 0,1, vous avez pointé le temps TP, le temps TS en compilant les fichiers haut et bas, et du coup, vous vous retrouvez avec des temps en millisecondes. Donc ici, vous rentrez les temps en millisecondes, et le tableau, il vous calcule la VP, la VS, vous rentrez ensuite, il y a le rapport VP et VS aussi. Et après, dans la synthèse globale, si vous rentrez une densité ici, là, il vous calcule VPVS et les modules dynamiques. Donc ça, c'est vraiment le résultat qui est nécessaire au client souvent, hein, c'est juste ça. Et après, on peut calculer, là, ça calcule la VS30, 800 000, ça sort la classe A. Et puis voilà, on a un diagramme. Donc ça, c'est un traitement Crossol, c'est juste ça. C'est vraiment basique, on mesure un temps de trajet, on a une vitesse, quoi. Ok. Donc je reviens sur le Donol, où là, on pourrait aussi le faire avec Excel finalement, mais bon, les logiciels, c'est pas mal, ça permet de tout compiler les traces, et comme ça, ça permet de voir les pentes assez visuelles. Voilà. Donc là, le module PSLog Donol, il coûte 1 000 €. Donc la première étape, c'est qu'on va faire, on va importer les traces. Donc c'est vraiment l'étape importante. Où on va tout compiler et après on va pouvoir pointer. Donc là, par exemple, déjà, je vais lui rentrer la distance du shot, 2 mètres. Bon, je ne sais plus, hein, je mets 2 mètres au pif, mais ça doit être ça. Et si jamais on a tapé en dessus ou en dessous, 0. Donc ça, c'est l'altitude. Voilà, donc ici, je choisis P-Wave et je vais aller dans Add et je vais aller chercher, dans mon dossier mes fichiers là. Donc données brutes, signaux regroupés, et je vais prendre la frappe verticale. OK ? Donc voilà, j'ai 29 fichiers, CTRL A, ouvrir. Donc là, lui, vous voyez, il me dit, là, j'ai l'idée. OK. Donc ici, je vais rentrer en X et 0. Bon, après, on pourrait... Donc je mets 0 partout. En profondeur, donc ici, je commence à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, OK. Après, ici, il y a le petit outil où on peut faire extrapolation, ça permet de... qui calcule tout seul, quoi, voilà. Du coup, là, il nous rentre la bonne géométrie. Et il va nous créer un fichier complet qui s'appelle shotall.sy. Ici, on va lui dire qu'on veut juste la voie 1. Donc, invalide channel, on va virer la voie 2 et la voie 3. Puisque la voie 2 et la voie 3, c'est les géophones horizontaux. Donc là, je fais integrate unload. Il réfléchit. Il me dit qu'il a enregistré un truc. Et il les affiche. Donc là, vous voyez, on voit la P. Elle est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la pointer déjà. Donc ici, dans display, trace display, vous voyez, on va aller dans range. Ici, on est peut-être un peu... on peut le modifier comme ça, là. Ou sinon, vous pouvez le faire à la main. Par exemple, vous pouvez mettre 100. Bon, voilà, c'était 100. Ici, je peux changer le scale.
Voilà, comme ça. Dans un apply. Il y a plusieurs moyens d'afficher ce qu'on veut. Des fois, trace maximum, par exemple, ça va nous permettre de peut-être mieux voir ici, là. Trace à brèche. Enfin voilà, ça c'est vraiment comment on affiche quel type d'amplitude, quel type de truc on choisit pour afficher les traces. Après, on peut aussi faire des filtres. Là, par exemple, vous voyez ici, là, on a une composante basse fréquence qui est un peu moche, et puis on a un peu de bruit haute fréquence là. Parce que là, la paix, elle est là. C'est pas les plus belles données, hein, mais de toute façon, les données en forage, c'est jamais parfait. Bon, elle est par ici, quoi, oui. Mais on va essayer d'améliorer ça en faisant un peu de filtre. Donc là, il y a un petit trace filter là. Donc on va lui dire, on va faire un band pass. Donc bon, le capteur, c'est un 28 Hz. Donc ça sert à rien, on peut couper à 20 Hz. High pass, c'est à l'envers, hein, les anglais là. Hop. Du coup, en slope, on peut mettre 18 ou 20. Si vous avez l'habitude de CC majeur, c'est 20, quoi. Et en low pass, on peut mettre 4000. Voir ce que ça fait. Ah merde, j'ai fait sur current record. On peut revenir en arrière. Hop. Bon, on va faire un high pass déjà. Vous voyez, c'est un peu modifié mon truc là. On la voit peut-être un peu mieux, quoi. Donc après, moi, ce que je vous conseille, en fait, les filtres, c'est bien, mais faut pas trop en abuser. En fait, si vous commencez à faire des filtres, c'est qu'il y a un souci, quoi. Du coup, moi, je suis plus d'avis de pointer d'abord et après de filtrer pour voir si ça améliore les choses, quoi. Donc là, par exemple, on peut commencer à pointer, on va lui dire pic, et on va lui dire qu'on fait de la paix. Hop, et du coup, on pointe. Donc là, il y a un truc qui est pas mal du tout avec ce logiciel, si ça en revient. C'est ça, là, trace magnifieur. Ça permet de, par exemple, si je clique là, bah, je peux être sûr où je pointe, quoi. Vous voyez? C'est vachement plus précis, il n'y a pas besoin de zoomer. Bon, après, généralement, en Donald, ce qu'on fait, c'est plutôt un truc comme ça, hein. On fait un truc, ok, là, j'ai une couche. Hop, vous voyez, j'ai mon truc ici. Ce qui est pas mal aussi, c'est par exemple, si je clique sur ce point, là, bah, il m'affiche où se situe le pointé. Vous voyez, il est là. Donc là, il est pas trop mal. Bon, là, je sais pas où il est. Là, il est ici. Là, il est là. Mais après, voilà, tout dépend de l'amplitude qu'on a. Vous voyez, moi, ici, on voit qu'on a du bruit et la paix, elle est plus, voilà. Et généralement, la paix, elle démarre au niveau du bruit, hein. Donc, elle est ici, hein. Après, en fait, le problème, c'est que si vous pointez vraiment parfaitement toutes les petites couches, vous allez avoir des micro-variations et vous allez avoir des couches tous les mètres. Mais l'intérêt, il n'est pas là. Là, on a une couche en Donald, on fait une pente, on a une couche qui va de 13 à 29 mètres, c'est la même vitesse. Ici, il trouve quoi comme vitesse? 2000, là, à peu près, hein. Donc voilà, on a une couche ici, et là, on a un peu plus de mal à voir. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être jouer. Si j'ai peut-être un peu pointé haut. Là, on a un truc qui fait à peu près comme ça. C'est pas fou, là. Hop. Je pense qu'on a un truc à peu près. Bon, après, là, l'idée, c'est de vous montrer comment ça marche, hein. C'est pas forcément de faire le truc parfaitement. Mais évidemment, si vous avez vendu le truc, faites ça mieux que ça. Je vais essayer de faire un petit. Je vais remettre le fil pour voir si ça améliore les choses. À 10 Hz, avec une slope à 18. Voilà, c'est pas mal. Et ici, je vais baisser un peu. Bon voilà, j'ai pointé le truc en bas, peut-être que j'aurais pu pointer en haut, mais même après là, j'ai pointé celle-là.
ça change pas grand-chose puisque la pente est la même. En Donald, ce qui compte, c'est si vous faut toujours pointer au même endroit, quoi. Mais bon, pour bien faire, on peut faire un truc comme ça, quoi. Ok. Et ici, du coup, elle est plus comme ça, quoi. Et là, elle est saturée. On va voir si on la voit sur une autre trace. Là, en fait, là, on a tapé trop fort et du coup, ça a saturé. Ok. Hop, elle est ici. Chut. Voilà. Vous voyez là, il m'a construit une espèce de courbe. Bon, ce point-là, il est pas fou, hein. Je pense qu'il est plus là, ouais, dans la logique. Bon, là, c'est hyper zoomé, hein. Mais c'est plus. Donc, est-ce que je pointe là ou est-ce que je pointe là? Le dilemme est cornélien. Ça change pas grand-chose. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Ok, bon, vous voyez ici, là, il affiche. Bon, ça, c'est le graphique qui est en temps réel. Ce qu'on peut lui dire ici, si je peux aller dans Display Curve Option, là, et je peux lui dire. Enfin, je peux changer deux, trois trucs. Déjà, on peut augmenter les boutons, là. Et par exemple, Interval Velocity, moi, je trouve que ça n'a pas peu d'intérêt. Average Velocity. Après, ici, on peut choisir le temps. Est-ce qu'on préfère peak ou true vertical? Parce qu'en fait, comme on calcule, comment dire, peak, c'est le temps qu'on a pointé, donc c'est vraiment le temps à la milliseconde près. Et true vertical, il prend en compte la distance, quoi. Donc évidemment, il prend en compte le fait qu'on est tapé à 2 mètres. Donc, il vaut mieux mettre true vertical. Après, ici, dans les vitesses, on peut choisir vertical ou depth. Donc, ouais, moi, je trouve, enfin, là, on a les vitesses couche par couche, hein. Du coup, il calcule la vitesse entre chaque pente. Moi, je trouve pas ça terrible. Je préfère faire manuel assign, là. Et du coup, lui dire, OK, j'ai une couche à 6 mètres, là. J'ai une couche à 13 mètres. Et j'ai une couche à 9 mètres. Et du coup, là, vous voyez, on a le graphe des vitesses qui s'affiche. OK. Et on va lui mettre peut-être pic, ça donne quoi? OK. OK. Bon, voilà. On va regarder la S, ce que ça nous donne. Du coup, pour la S, on va aller chercher les autres fichiers. Donc, je fais import seismic. On va prendre S+. Donc, voilà, S+, on va dire que c'est le tiers gauche. OK. Add. Bim. Droite plutôt, on va dire. OK. Je sélectionne tout. Donc, du coup, là, c'est pareil. On fait. Là, je mets 0, 0 parce que c'est le géophone. Enfin, en Donald, il est à 0. Ici, 1, 2, 3. J'extrapole. Ici, en fait, receiver DZ, c'est si jamais vous avez un PSLog, vous vous retrouvez avec deux fichiers, du coup, on peut rentrer l'espacement. Donc, le 1, c'était le vertical, donc c'est pas celui qui m'intéresse, donc je vais le virer. Et je vais garder 2 et 3. Je fais integrate unload. OK. OK. Donc là, si je fais display channel visibility, je peux choisir ce que j'affiche. Et vous voyez, il m'a mis S-Wave Geophone 1, S-Wave Geophone 2, plus P-Wave. Donc là, si je veux juste voir la P-Wave, bah, c'était le fichier qu'on avait. Si je veux juste voir le Geophone 1, c'est celui-là. Si je veux juste voir le Geophone 2, c'est celui-là. Donc bon bah là, par exemple, le jeu, je crois que c'est le H1 où c'est un peu mieux. On va, vous voyez, hop, je sais pas si vous arrivez à voir.
la S, mais elle est là en gros, elle fait poup, poup, poup. Elle est pas mal. On va charger les autres fichiers. Comme ça, on va les mettre l'un au-dessus de l'autre et ça va te permettre de voir le papillon et puis d'être certain où on pointe. Donc je prends S-Wave-, add. Donc là, je vais prendre les tirs gauche, je sélectionne tout. OK. Bon, je sais pas pourquoi il faut refaire à chaque fois. Il y a peut-être un moyen de ne pas refaire à chaque fois. Mais je sais pas comment. Bon, après, c'est pas hyper long à faire. OK, je prends pas un. Faites attention à F, c'est bien le moins qu'il faut prendre. OK, integrate unload. Yes. Et du coup, là, je me retrouve avec plein de copains. Du coup, display. Ah, zut. Display channel visibility. OK. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre S plus -1 et S moins ensemble. Apply. Donc, vous voyez là, on a le tir gauche et le tir droit en même temps. Donc là, vous voyez, on voit. Bon, je sais, j'ai pas trouvé comment changer les deux couleurs, mais il doit y avoir un moyen. Mais bon, voilà, en noir, c'est bien aussi. Vous voyez, la S là, elle est quand même assez visible. On peut essayer de faire un petit filter là, pour voir si ça nous apporte quelque chose. Il est bizarre ce fil. Hop. Bon, de toute façon, on la voit. Je comprends pas bien comment ça marche le filtre, mais on peut faire des trucs quoi. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a que ça qui marche, je sais pas ça. Mais l'idée là, c'est de pointer la S, pic S. Et du coup, je vais activer le trace magnifier. Et vous voyez, si je me mets là. Bon, par contre, sur le trace magnifier, on voit pas forcément, on voit qu'une trace en fait. On voit pas deux, mais elle est à peu près, elle est ici. Après, on peut faire un truc comme ça. Hop. Après, je pense qu'elle fait ça. Donc là, on doit avoir un terrain qui est plus mou. Ça, c'est l'avantage de. C'est pour ça que le dono, la P, on la voit pas bien ici. Voilà, là, on a à peu près un truc comme ça. Bah, c'est l'avantage du Donald, c'est que ben, là, on a une pente, on peut voir une vitesse plus lente sous une couche avec une vitesse plus haute. Là, c'est un cas particulier, hein, mais on va dire que on a un terrain entre 0 et 6 mètres qui a une vitesse plus forte, et après plus lent, et après plus fort. Ok? Donc ça, c'est ma P. Et si je mets la P et la S en même temps, hop, je, je repointe la P. Peut-être qu'on va la mieux la voir dans les endroits là où. Parce que là, on était à peu près comme ça. Vous voyez là, elle a disparu complet quand même. Bon, je vais pas mettre. Là, ça va vous embrouiller. Je vais juste mettre la P. Et vous voyez, en fait, c'est pour ça ici, on la voit pas très bien. Parce que je pense qu'on a une couche. On a une couche molle, quoi, et du coup, la P, elle est pas terrible, quoi. Donc, globalement,
Bon, je vous ai pas mis le plus beau jeu de données, hein. Des fois, c'est mieux que ça quand même. Voilà, vous voyez ici, on a la S et là, on a la P. OK. Maintenant, je vais aller dans Display, Curve Display. Non, c'est pas là. Display Curve Option. OK. On va activer... Bon, on va rester comme ça. On va juste lui définir les couches. Donc, il y a le moyen, c'est soit vous définissez les couches manuellement et du coup, vous voyez, tout à l'heure, on a dit à peu près ici. Donc, faut cliquer sur les deux. On en a une là. Et une là. Donc là, on a la VP et ça, c'est la VS. Et en fait, après, ici, on a un tableau qui nous donne les résultats. Donc là, comme on a fait des couches, on a juste la vitesse moyenne. Généralement, c'est ce qu'on présente dans un dono, là. C'est qu'on donne juste la VS average ici, là, et la VP average, quoi. Du coup, donc là, ce qui nous manque pour calculer les modules, il faut des densités, on va les rentrer. Mais vous voyez ici, il nous a calculé une VS 345 et 1919, 1700, 235. Voilà, donc la VP, elle est à peu près similaire, et puis la VS, ça change quand même. On va lui importer input density ici, là. Donc là, on peut rentrer, soit vous rentrez à la main, donc faut 1 mètre avec la densité en grammes par centimètre cube, sinon il y a un fichier. Donc moi, j'ai créé un petit fichier qui n'est pas forcément bon, hein, mais c'était juste pour vous montrer. Si je l'ouvre, tac, ça ressemble à ça, de 1 à 30. Et après, il y a la densité, 1.8, 1.2, 2.2. Bon, j'ai mis au pif, hein. OK. Et du coup, ça me l'ouvre et je fais OK. Et maintenant, dans mon tableau, normalement, comme il y a les densités, il peut calculer les modules. Donc là, il me calcule les modules moyens. Et si jamais je lui dis de faire automatiquement les couches, là, je vais avoir une vitesse tous les mètres. Et dans ce cas-là, on a un tableau qui est un peu plus complet avec les vitesses average et les vitesses intervalles. La vitesse intervalle, c'est la vitesse entre deux points, quoi. Et ça, je peux l'exporter, quoi. Donc, si je peux l'exporter, on va voir à quoi ça ressemble. Donc déjà, il nous sort la VS30, c'est pas mal. Bon, la VS29, parce qu'on est jusqu'à 29, 344. Et la VP 1956. Et après, on a les modules pour chaque profondeur. Donc ça peut être un résultat. Après, l'autre résultat, c'est on a la même chose, mais on n'a qu'une valeur pour chaque couche, en fait. Donc là, si on a 3 couches, on n'a que 3 valeurs. Il y a certains clients qui demandent ça. Voilà. Parce qu'en fait, surtout la VS, ça se corrèle pas mal avec les pénétros statiques, là. Donc en gros, comme ils ont une valeur pour tous les mètres, ça leur permet de corréler le truc. C'est pas si mal. Après, ce graphique-là, on peut l'exporter, on peut faire save image, enfin, voilà, on peut faire des trucs, quoi. Donc tout c'est relativement simple, hein. Il y a pas grand-chose de plus à dire sur ce logiciel. Après, le gros avantage qu'il a, moi je trouve, c'est qu'on peut, voilà, c'est ça, quoi. C'est ici, là, si je fais display channel, machin, je vais juste prendre la S, par exemple. On peut, faut un peu trifouiller les boutons pour trouver le bon gain. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est ça, là, c'est quand vous cliquez sur le point et vous avez le magnifieur, là, et ben, il vous montre tout de suite le point. Donc, ça vous permet de corriger, par exemple, si votre pointé, il était un peu comme ça, enfin, s'il était un peu comme ça,
ou un peu comme ça vous permet d'être un peu plus précis sur, par exemple là, il est peut-être plus par là, mais bon, dans l'idée, c'est d'avoir une pente quand même qui est droite, qui correspond. Voilà, donc ça, je trouve ça cool, d'avoir le truc en temps réel et la modification en temps réel. Après, il y a des petites améliorations qu'il faudrait leur dire. Par exemple, les gains, il faudrait qu'ils soient automatiques, là, parce que sinon c'est un peu chiant. Donc là, bon là, il est peut-être pas là, mais vous voyez, il est peut-être plus ici. Ou là, enfin voilà, ça dépend. On peut envoyer à la moitié tournée, là, ça arrive ça. En Donald, ça arrive souvent. Là, elle est positive, là, elle devient négative. Du coup, bah, c'est pour ça qu'on trace des traits, quoi. C'est l'onde, hein, c'est une onde de volume, hein, elle tourne surtout dans un forage. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai fini, mais on peut sauvegarder quand même. D'ailleurs, quand on sauvegarde, c'est pas mal. Ça crée la géométrie qu'on a faite, en fait, il a, il enregistre dans un fichier complet, quoi. Alors, je sais pas où il est. Je pense qu'il est par là. Voilà. En gros, là, ça, c'est mon fichier, le fichier de pointé. Et ça, c'est le fichier avec toutes les traces en même temps, en Segway, avec la géométrie. Donc ça, c'est super. Et il y a aussi un petit truc pas mal. Alors, je sais pas si c'est dans ce module-là. Save Geometry to Raw Seismic Data File. Donc ça, vous pouvez par exemple rentrer la géométrie dans votre Sec2 si vous voulez les retravailler avec un autre logiciel et sans vous embêter à rentrer la géométrie, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Surtout que bah, cette interface-là, il est quand même bien fait pour rentrer la géométrie. C'est souvent cette partie-là qui prend le plus de temps dans les mesures en forage. Bah, voilà, bah, j'ai fini. Si vous avez des questions ou pas.